Nothing is so terrible as a pretentious movie. I mean, a movie that aspires for something really terrific and doesn't pull it off is shit, it's scum. And everyone will walk on it as such. And that's why poor filmmakers, in a way, that's their greatest horror, is to be pretentious. So here you are, on one hand, is trying to aspire to really do something. On the other hand, you're not allowed to be pretentious. And finally you say, fuck it. I don't care if I'm pretentious or not pretentious, or if I've done it or I haven't done it. All I know is that I am going to see this movie. And that for me, it has to have some answers. And by answers, I don't mean just a punchline. Answers on about 47 different levels. And it's very hard to talk about these things without being very corny. You use a word like self-purgation or epiphany, they think you're either a religious weirdo or an asshole college professor. But those are the words for the process, this transmutation, this renaissance, this rebirth, which is the basis of all life. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 4. Cette semaine, émission excès, folie et sauver le monde. Mégalo, on n'a jamais voulu qu'on nous prenne pour une idole. On fait du 11, on kiffe, on rigole. On voulait qu'on nous respecte comme Abidal. Tu sais, la vie de star, c'est invivable. On veut être le frère qu'il faut, le fils qu'il faut, le père qu'il faut, le mari qu'il faut. On n'attaque jamais, on se défend. Des fois, on en fait trop, ouais, c'est notre défaut. On peut pas être mégalo, on laisse ça aux enfants de Mephisto. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres, et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Vita. J'ai hésité avec... T'es très hip-hop ces derniers temps. J'ai hésité avec Linda Lemay, j'ai préféré Vita. Donc... La Linda Lemay des années 2010. Exactement. Quoi. Car de Mégalo, il va en être question à l'occasion de la sortie dans les salles françaises mercredi dernier de Mégalopolis. Enfin, le nouveau film de Francis Ford Coppola, après 40 ans dans les tuyaux. Et ensuite, nous parlerons d'une double sortie en Blu-ray chez Spectrum Film de deux films du studio Pili, studio taïwanais, Legend of the Sacred Stone et Demigods, The Legend Begins de Chris Yuan. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le Dr Erwan. Bonsoir Docteur. Bonsoir. Elle est passée de l'autre côté de la vitre du studio pour deviser avec nous, c'est Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Ulysse. Bonsoir Ulysse, qui vous coucoute. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda local pour commencer. Nous vous rappelons que dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, le 20 octobre prochain à 20h, nous avons le plaisir et la joie de vous présenter Men Océan de Jacques Rosier. Venez nombreux et nombreuses, c'est trop bien. D'autant qu'il y a quand même le meilleur acteur français des 40 dernières années, qui est Bernard Ménez, bien évidemment. Et le deuxième meilleur acteur, qui est Louis Rego. Voilà, formidable. Sinon, demain, au tambour, séance écran variable avec à 18h15, expérimentation au féminin et en 16 mm avec une sélection de courts-métrages réalisés par des femmes entre 1928 et 2021. Et à 20... Donc il doit y avoir du Germaine Dulac, je dirais. Je dirais à tout hasard qu'il y a du Germaine Dulac. Par hasard, par du Chantal Akerman. Maya Deren. Ouais, et puis j'ai pas la liste éventuellement yeux, un petit peu de Agnès Varda, peut-être éventuellement. Et sinon, à 20h45, donc, ce sera Aloïs de Liliane de Kermadec, film de 1975, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, n'est pas du tout bretonne, mais polonaise. Mais elle a épousé un breton, je supplie, parce que c'est pas son nom de naissance. Voilà, je n'ai pas poussé mon investigation jusque-là, mais bon, je dis Kermadec, ça me paraît quand même assez local comme truc. Un petit peu, ouais. Sinon, justement, tu parlais de Chantal Akerman, Doc, au TNB en ce moment, il y a une rétrospective Chantal Akerman qui propose plusieurs de ses films. Que vous pouvez alterner avec la rétrospective Frédéric Wiseman, voilà. si le cœur vous en dit. Voilà, si vous avez du temps, parce que pas mal de films sont quand même assez touffus en termes de durée. À propos de touffu en termes de durée, ce week-end à l'Arvor, donc les 5 et 6 octobre à 13h30 chaque séance, ce sera le Napoléon de Abel Gance qui vous sera présenté donc en deux parties. Le film avait déjà été diffusé au début du mois de juillet, 2 fois chaque partie au Pâté Rennes.
l'Arvor avait bien fait attention de ne pas communiquer sur le fait que le film passait au pâté pour que les gens viennent les voir. Je reconnais bien là la perfidie légendaire de monsieur Antonin Moreau, qui travaille au cinéma Arvor et aussi dans une émission de radio que je ne nommerai pas par décence pour, vas-y, name and shame. pour les auditrices et les auditeurs de Syllab. Et donc voilà, le Napoléon d'Abelgance qui a été restauré, donc copie de à peu près 7 heures. Séance unique, hein, c'est ça. Séance unique, oui. Il y a une des plus complètes qui soit, qui a été restaurée sur une vingtaine d'années avec plein de bobines retrouvées, donc très hâte de voir ça. Apparemment la restauration est super, mais malheureusement on n'aura pas le triple écran à la fin. Ils n'ont pas installé de nouveaux écrans, l'Arvor, c'est vraiment pas cool. Voilà. Sinon, dans les sorties, il y a aussi court-métrage, c'est pas fini. Court-métrage, c'est pas fini, c'est il y a en encore ce moment. Il y a encore des sélections de court-métrage voilà. que vous pouvez aller voir. Il y a plusieurs longs-métrages qui sont passés et la compétition des courts-métrages a commencé hier. Donc il y a de quoi faire. Exactement. Et sinon, dans les sorties nationales, demain, eh bien, j'ai beaucoup aimé la critique des Inrecuptibles qui m'ont fait rire. Je pense que j'avais pas ri autant depuis Step Brothers. C'est Joker, Folie à 2. Qui sort, où apparemment le premier était comparé à du Martin Scorsese. Là, c'est plus John Cassavetes qui est convoqué par une partie de la critique pour parler donc de Joker, Folie à 2, film musical avec toujours Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Mais qui n'est pas une mauvaise comédienne, Lady Gaga. Non. Qui fait pas des très bons films non plus, mais non, mais qui n'est pas une voilà. Moi, non. Quelques fois où je l'ai vue au cinéma, je l'ai trouvée plutôt convaincante. Donc voilà. J'ai rien contre cette brave lady. Pourquoi pas. Il y a même il y a des chansons qui sont très bien, il y a des rôles qui sont très bien, mais les films sont pas terribles. Alors, est-ce qu'il avait brisé la malédiction House of Gucci de Ridley Scott, elle était très bien. Elle était vue puis elle était bien dans une saison de American Horror Story aussi, dans Hotel. Celle qui se passe dans un hôtel à Los Angeles. Mais c'est pas Rihanna qui joue dedans? Non, c'est... Parce que Rihanna c'était dans Bates Motel. Ah, oui, donc c'est pas le même. Non, c'était bien Lady Gaga. C'était bien Lady Gaga. Sinon, demain sort un thriller vénéneux, comme on dit. Quand vient l'automne, le nouveau film de François Ozon. Oui, d'autant plus qu'il y a l'histoire de champignons. Oui. Donc le côté vénéneux, effectivement. Exactement. Oui, c'est pour ça. C'est quand même bien fait. Je vois que tu as toujours, cette spontanéité, puis cette capacité à rebondir sur les choses. Sinon, demain, il y a un film indien qui a l'air tout bien, qui était à Cannes cette année, réalisé par Payal Kapadia, qui s'appelle All We Imagine as Light. À vérifier. Sinon, il y a la nouvelle comédie de Lucien Jean-Baptiste, mais avec aussi Gérard Darmon, qui s'appelle On fait quoi maintenant? Non, rien. On fait rien. Il y a aussi The Outrun, visiblement drame sur fond d'alcoolisme et de tentative de suicide avec Saoirse Ronan, actrice que j'aime beaucoup, mais bon, dont les films sont globalement tu sais que ça se dit Circe. Hein. Circe. Ouais, c'est la version gaélique de Circe. Oui, je connais Circe. Voilà. Donc c'est Circe Ronan, si tu veux. Circe Ronan. Et c'est plus facile à dire que ça aussi. Oui, mais écoutez, j'ai fait 3 ans de gaélique à la fac il y a 10 ans. J'essaie de réinvestir. On voit que tu as bien retenu la leçon. Oui. Je connais encore quelques termes. Si ton prof nous écoute, il pleure de honte. Oui, je pense. Sinon, il y a aussi demain en ressortie en national, je ne sais pas si ça passera à Rennes, Giorgino, le film de Laurent Boutonnat avec Mylène Farmer, qui donc fête ses 30 ans. Et film qui se passe dans les Terrils du Nord où c'est globalement du torture porn de misère pendant 3 heures. Même Mylène n'a pas l'air en forme. Alors que ce qui serait intéressant surtout de ressortir, c'est le premier long métrage de Laurent Boutonnat. Jacques le Croquant. Non. C'est son premier film qu'il a fait quand il avait 17 ans. Et c'est un des rares cas où officiellement le metteur en scène n'avait pas le droit de voir son film puisqu'il avait été interdit au moins de 18 ans. Et les rares qu'il avait que 17 ans. C'est quand même pas mal, je dis. Okay. Et sinon, pour vous, encore les mélomanes, je le sais, vous aurez le plaisir au cinéma d'assister à la première écoute du nouvel album de Coldplay. Coldplay Global Theatrical Listening Event. Donc vous allez vous rendre au cinéma pour écouter le nouvel album de Coldplay. Ah, ça vous fait plaisir, ça. C'est ringard, Coldplay, maintenant, enfin... Déjà à l'époque, déjà... Je sais pas si Chris Martin est encore avec Jennifer Lawrence, parce que je sais qu'il a fait quitter Gwyneth il y a une petite dizaine d'années. Moi, j'étais resté sur Gwyneth. Mais non, ils ont divorcé depuis, enfin. Après, c'était maqué avec Jennifer Lawrence, mais je sais pas si c'est encore d'actualité. J'ai pas révisé avant de venir, j'aurais dû. Excusez-moi pour cet impair. Moi, tu m'apprends des choses, donc j'ai rien à dire. Et c'est ça aussi, avoir de l'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Pour nous améliorer. Exactement. Donc voilà, la semaine prochaine, nous parlerons quand même principalement de River Boom, le film de Claude Buchholz qui est sorti dans les salles la semaine dernière et qui est absolument formidable. Oui. Nous en reparlerons en coup de cœur avec Thibaut. On va passer à la section critique de cette émission et donc on va se diriger vers la Nouvelle-Rome où ça prend du temps à bâtir.
The idea is to keep the green alien landing craft from taking your humans from the ground and changing them into mutants. A mutant is very dangerous to you because he flies faster than you do and shoots at you. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Beastie Boys avec It Take Time to Build, extrait de l'album To the Five Boroughs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, donc, de temps à bâtir, c'est exactement ce qui s'est passé pour Francis Ford Coppola avec Megalopolis, film qui est depuis plus de 40 ans dans les tuyaux, puisqu'il en parlait déjà au sortir de Apocalypse Now en 1979, donc film qui a connu de multiples variations de scénarios, de projets différents. Moi je suis tombé, je crois que j'avais lu il y a une dizaine d'années le scénario qui datait du début des années 2000, où il avait tourné déjà énormément d'images avec Ron Fricke, donc qui était le chef opérateur des Koyaanisqatsi, des Powakatsi et de Samsara et compagnie. Mais bon, patatras, le 11 septembre 2001 est arrivé là, donc voilà encore un malheur à mettre au crédit de Ben Laden, qui donc avait fait abandonner son projet au bon Francis et qui a décidé... Lui, on sait pas qui est convoqué quand même. Oui, évidemment. Largement. Qui du coup, il a réactualisé son scénario encore une fois, parce qu'il y a eu apparemment des centaines de versions différentes. Et donc film à l'ampleur Mouse, c'est probablement le film indépendant, en tout cas produit par une seule compagnie, le plus cher de l'histoire du cinéma, puisqu'il aurait mis à peu près 100-120 millions de dollars en tant que production pure pour le film, en plus du budget promo qu'il a dû assurer lui-même, puisque Lionsgate, qui est le distributeur de films aux USA, ne voulait pas faire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une promo peut-être aussi minime pour un budget aussi important. Et donc il y a un film excessivement ambitieux, comme souvent avec le bon ami Francis, qui n'aime rien de plus que de faire banqueroute. Hein. C'est un peu une genre de ses passions de remettre sur la table toute la thune qu'il a gagnée, et là en l'occurrence la thune qu'il avait gagnée en vendant du pinard à toutes les grand-mères de Californie pendant 20 ans, avec un vin qui est pas si mal que ça d'ailleurs, mais bon, faut pas non plus exagérer, hein, ça reste du vin californien. Et qui donc tout simplement nous raconte la chute d'une république, parce que le film se base plus ou moins sur la chute de la République romaine, on va dire un demi-siècle avant notre ère, avant que le triumvirat César, Pompée, Crassus ne prennent le pouvoir, et qui donc est basé justement sur des événements réels, enfin une écriture réelle avec une fascination pour Rome qui a toujours été là chez John Milius, mais comme chez beaucoup de sa génération, comme John Milius par exemple, qui après fera la série Rome, et qui a aussi énormément parlé de l'histoire romaine et de l'influence que ça a pu avoir sur son propre cinéma. George Lucas, bien évidemment, avec la prélogie Star Wars, et je pense que les bons copains George, Francis et John ont dû largement parler de... Ils sont remerciés dans le générique de fin, George Lucas et John Milius. Voilà, donc je pense que ça explique, avec toute la connaissance que les trois ils ont sur l'histoire romaine. Et donc il nous parle d'un architecte de génie incarné par Adam Driver, César Catilina, qui est en prise contre le maire de New Rome, donc Cicéron, incarné par Giancarlo Esposito. Donc il y a à la fois, c'est comme souvent chez Francis, ça sera un genre de autoportrait mégalomaniaque où les deux facettes de sa personnalité seront représentées par les deux antagonistes principaux. Donc le rêveur architecte génial qui en a rien à foutre de cracher du pognon, incarné par Adam Driver, qui a la vision d'une nouvelle Rome qui serait un bien pour l'humanité, et la version plus entrepreneuriale, pragmatique et businessman, incarné par le maire de New Rome, justement, où ce sont toujours les deux facettes de Coppola qui ont été mis en branle, et va dire presque mis en fiction au fur et à mesure de sa carrière, même que ce soit dans des films un peu plus intimistes et premiers, comme Tucker par exemple. En tout cas, ce sont des choses qui reviennent constamment dans sa filmographie, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même avec Coppola. Et donc, comme je disais, film gigantesque par l'ampleur narrative, l'ambition visuelle, l'ambition de production même. Film très attendu, mais aussi très craint, parce qu'après, quand on en parlait en tout début de saison avec la sortie de Horizon de Costner, les films d'une vie, là pour le coup effectivement c'est un film qui parle depuis plus de 45 ans, et comme évidemment les films d'une vie, c'est passionnant, c'est jamais totalement réussi, et on en parlait en off avant l'émission, Megalopolis, c'est un film qui est à la fois ringard et en même temps
hyper à la page, à la fois ringard parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont assurés par un vieux pépé de 85 ans, donc qui peuvent paraître un peu justement un peu déplacés dans le monde décadent qu'il met en place, mais en même temps il y a une certaine logique, on va dire, et qui est hyper à la page par sa mise en scène, par son utilisation des effets spéciaux, par on va dire les artifices visuels qu'il met en place, et tout ça au service d'un discours qui est d'une forme qui est clairement inspirée du libertarianisme, notamment de Ayn Rand. Si vous avez déjà lu La Grève ou Atlas Shrugged, par exemple, qui est une grande papesse du positivisme américain et aussi une vraie connasse au demeurant, mais qui en tout cas a irrigué tout un mouvement de la pensée américaine. Et donc en prenant position sur Ayn Rand et sur ce personnage de rêveur qui, envers et contre tous, a raison, notamment contre, on va dire, les réseaux financiers ou en tout cas un certain conservatisme d'une partie de la société, il convoque par là même tout un pan du cinéma où l'industrie hollywoodienne n'était que la plus belle représentation du spectacle capitalistique américain. Donc en convoquant notamment les deux grands formalistes de l'époque étaient Cecil B. DeMille et P. King Vidor. Vidor qui avait réalisé une adaptation de Ayn Rand, Le Rebelle, avec Gary Cooper durant les années 40, film absolument merveilleux. Et donc moi il y a plusieurs confrontations dans Megalopolis qui sont étranges, à la fois un discours qui me gêne beaucoup parce que le libertarianisme c'est clairement quelque chose qui ne me sied pas du tout, mais en même temps avec une forme que je trouve assez galvanisante parce que le film alterne des moments dramatiques extrêmement forts, des séquences intimes ou bien romantiques qui fonctionnent excessivement bien, et en même temps des côtés d'une ringardise absolue, des fautes de goût mais qui sont intéressantes, et une vulgarité que Coppola voudrait te pousser à son paroxysme, mais finalement je trouve que cette vulgarité qui est à l'œuvre dans le film, que ce soit en termes visuels ou par certains personnages comme par exemple celui de Shia LaBeouf ou de Jon Voight qui est extrêmement drôle dans le film, je les trouve parfois un peu trop sage justement, et ça m'a un peu désarçonné ces ruptures de ton qu'il y a dans le film, mais qui sont toujours extrêmement intéressantes parce que clairement des films comme ça on n'en voit pas toutes les semaines au cinéma. Donc Margot, je sais que toi tu n'es pas convaincue par le film. En fait je trouve que c'est pas un film sans qualité. Effectivement il y a des choses qui sont intéressantes, mais pour te reprendre sur le côté ringard, moi il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. Mais après ça reste très personnel et c'est plus que c'est des choses dont je suis un peu fatiguée de voir au cinéma. La représentation de la femme, oui, notamment c'est ça. Aubrey Plaza qui joue une journaliste ultra arriviste qui pour le coup semble vraiment sortir d'un univers des années 40 mais qui n'est jamais remis en question. C'est ça, et en fait on a à peine commencé 5 minutes de film qu'il y a déjà du male gaze et j'ai pas été très à l'aise avec ça. Je me suis dit que... Enfin, j'ai essayé de prendre du recul sur ça et de pas trop me focaliser là-dessus. Sauf qu'en fait, il y en a quasiment tout le long du film et c'est un peu quelque chose qui, moi, me dérange assez vite parce que on l'a trop vu au cinéma, parce que c'est pas justifié. Il y a des plans sur des décolletés qui servent à rien, de mon point de vue. Et à côté de ça, il y a aussi le personnage de Julia qui, je trouve, est pas très bien écrit. Parce que elle rentre dans beaucoup de clichés de la femme dont le héros tombe amoureux et puis après elle tombe enceinte. Donc en fait on a un peu l'impression, au fond c'est mon ressenti, que elle sert à ce qu'on tombe amoureuse d'elle et à faire des bébés, et je trouve que c'est des clichés qui clairement actuellement sont dépassés. Après il n'y a pas que ça qui m'a dérangée dans le film, il y a aussi d'autres choses. Mais c'est un peu le gros du truc qui m'a empêché de rentrer complètement dans ce film et de savourer les autres moments cinématographiques qui sont intéressants, parce qu'il y en a. Et ouais, j'ai pas mal bloqué là-dessus, en fait. En fait, effectivement, le perso de Julia, qui est incarné par Nathalie Emmanuel, dont on avait parlé la semaine dernière pour le remake de The Killer, visiblement, elle est
Elle est très attachée à tourner avec des mecs qui font leur dernier film ou leur film somme, mais oui, effectivement, elle a dans l'écriture de son personnage, c'est quelque chose qui est très archétypal ou presque mécanique, comme on écrivait des films, enfin des personnages féminins dans des films classiques d'il y a 60-70 ans. Et du coup, effectivement, ça participe à une retenue qu'on peut avoir entre le mélange comme je disais, un truc extrêmement moderne et un film d'un vieux mec finalement, Docteur. Ouais, alors moi c'est vrai que moi je m'y connais pas forcément assez, notamment sur les aspects libertariens du film. Alors moi j'ai pas pour le rapport au male gaze, bon évidemment il y en a, mais alors moi je me demande quand même si, alors peut-être que c'est moi qui vois trop loin, hein, mais je me demande quand même si il faut vraiment prendre ça au premier degré. Parce que, alors, deux choses. Première chose, c'est tout le truc avec la Vestale. Et en fait, le truc avec la Vestale, moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que justement, à l'inverse, c'est-à-dire que le male gaze est inscrit dans la fiction même. C'est-à-dire que c'est pas un male gaze inconscient où Coppola serait un vieux cochon qui filmerait des décolletés, c'est pas tellement ça. Parce que justement, le truc de la Vestale, moi je trouve qu'il y a un truc super intéressant, c'est comment est-ce que tu définis un personnage féminin par sa virginité, et que quand sa virginité se révèle être une illusion, elle se fait bâcher et défoncer, comme on défonce les gens d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, avec... moi je trouve quelque part, alors c'est à la fois ringard et en même temps je trouve que c'est pas si mal vu, avec quand même cette moi c'est un truc qui moi me gêne beaucoup aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, cette espèce de pudibonderie anglo-saxonne qui fait que sous prétexte finalement d'empowerment féminin et tout ça, finalement quand tu regardes un peu, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que on reste quand même sur des choses quand même, moi je trouve très très cliché justement, c'est-à-dire que ou très sage. Voilà, la femme peut exprimer son désir, mais dans des cadres finalement intra-féminins. Il est hors de question qu'elle exprime son désir face à des hommes ou des choses comme ça, ou qu'elle affirme son corps face à des hommes, parce que forcément il y a le male gaze qui va rentrer en conflit, et du coup elle va devenir finalement un objet, elle va se transformer en objet. Et il n'y a jamais la possibilité qu'une femme puisse finalement contrôler le truc. Alors peut-être que c'est pas possible, hein, peut-être qu'effectivement les rapports de male gaze sont tellement forts et le rapport au patriarcat est tellement fort que c'est peut-être impossible. Moi j'ai pas de réponse là-dessus quoi. Mais j'avoue que ce truc de la Vestale, moi c'est vrai que je me suis dit aussi quand j'ai vu les scènes de boîte de nuit au début, je me suis dit on dirait du Abel Ferrara du début des années 90. Oui, c'est ça. Et un film de vieux coquet. Et en même temps justement, je trouve qu'il y a un autre truc qui englobe tout ça. C'est qu'en fait, c'est de quoi parle Coppola en fait dans ce film-là. Et Coppola, il nous parle d'une classe supérieure qui est une classe supérieure de pauvres gens en fait, femmes comme hommes. Et quelque part, Catilina, qui est censé être le héros, et quelque part, Cicéro, sa fille, sont eux-mêmes des clichés, et des clichés de classe supérieure, c'est-à-dire une classe supérieure qui d'une part est totalement aveugle au reste de la population. Oui, on voit toujours derrière des grillages. Ce qui se passe, ce qui est représenté principalement dans le film, ce sont effectivement des élites culturelles, politiques, alors que pour la question du peuple n'est strictement jamais traitée. Ce qui l'intéresse, c'est plus le rapport. Elle est traitée. C'est plus la foule que le peuple. C'est pas qu'elle n'est pas traitée, c'est que dans l'esprit de ces gens-là, elle n'existe pas. Oui. Et quand on regarde malheureusement les gens qui nous dirigent aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et il y a plein d'analogies avec Trump, notamment avec le personnage de Shia LaBeouf, ça c'est un sentiment, moi je pense, qui est, et Coppola, moi je trouve, est assez conscient de ça, c'est-à-dire de faire partie quelque part lui-même de ce monde, avec la conscience justement de cet effet d'auto-aveuglement qui fait que, alors on débat sur l'architecture, on débat sur la politique, sans jamais se poser la question des conséquences. Que ça soit d'ailleurs en architecture comme en politique, on se pose jamais la question des conséquences, on dit les gens seront heureux. On parle du peuple tout le temps dans le film, mais le peuple, finalement, on le voit quasiment jamais, et les gens qui parlent du peuple ne le voient quasiment jamais et n'en font pas partie. Et que tout ce qu'ils font, c'est pour le bien commun. Ouais. Et c'est ça, peut-être, moi je trouve, qui est peut-être, alors qui peut être, moi je pense que je comprends tout à fait qu'on puisse trouver ça problématique, mais je trouve que moi, quelque part, c'est ça qui m'a intéressé. C'est finalement un mec qui parle, c'est un peu comme Chabrol, c'est un mec qui parle d'un milieu qu'il connaît très bien parce qu'il en fait partie. Et moi, j'avoue que j'ai une certaine affection pour les réalisateurs qui, alors ça peut-être que c'est putassier, hein, peut-être que c'est moi qui charge trop le truc, quoi. Mais j'ai une certaine affection moi, pour ces réalisateurs qui finalement nous disent voilà ce qu'on est, nous. Et homme ou femme dans ce film, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas s'attacher au personnage. Moi, je ne me suis pas attaché du tout au personnage à aucun moment du film. Il y a 2-3 scènes où j'ai commencé vaguement à ressentir quelque chose. La scène sur les poutrelles, quand il fige le temps. Et justement, ce rapport aux femmes, il est intéressant parce qu'en fait, pour moi, là où j'ai trouvé que le film devenait touchant, c'est quand c'est avec les femmes mûres.
C'est avec les femmes mûres ou les femmes âgées. Avec Talia Shire. Ouais, avec Talia Shire la sœur de Francis, et avec la femme du maire. Et quand on sait que le film à la fin est dédié à sa propre épouse, qui est mort peu de temps avant la sortie canoise, moi je trouve qu'on retrouve le Coppola justement qui derrière du foutraque, derrière du ringard, est en fait en train de parler de lui avec une absence de pudeur. Ouais, de pudeur, mais quelque part aussi une absence de certitude. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un film qui est hyper sentencieux, quoi. Enfin, je veux dire, les phrases en latin, ça parle par citation, les personnages et il y a un côté très théâtral en fait. Il y a un côté presque pièce de théâtre en fait. Y compris dans les décors, et dans la manière de jouer, dans la manière dont les acteurs jouent. En fait, ils jouent pas du tout naturel. Ils jouent shakespearien quoi. Tout le monde joue shakespearien à bloc quoi. Et ça cite Shakespeare, sauf John Voight qui est super drôle. Qui est totalement ailleurs, mais qui est vraiment prodigieux. Et Chia la bouffe, que moi j'étais très surpris de revoir. Qui joue un perso. Et qui joue une pièce de perso d'histrion, de bouffonnesque, mais qui là aussi est très théâtral. De toute façon, l'humour du film joue beaucoup sur la bouffonnerie, justement, le côté excessif. Ouais, il y a du grotesque, du grotesque partout dans le film. Et même Adam Driver a des grands moments de grotesque. Ouais, non, mais voilà, il a des grands moments de grotesque. Et il y a des moments où je me suis même dit, mais est-ce que les acteurs savent exactement ce qu'ils sont en train de jouer quoi. Alors, apparemment, c'est un sacré bordel. Qu'est-ce que leur dit Coppola quoi? C'est tu vas la jouer comme ça cette scène quoi. Parce qu'en fait personne joue, il y a absolument personne joue nature quoi là-dedans, personne joue nature et quelque part personne joue bien. Mais en même temps pour moi c'est normal qu'ils jouent mal parce que cette élite politico-culturelle, ce sont des mauvais acteurs et moi je trouve que ça rejoint le sentiment qu'on a nous maintenant vis-à-vis de la politique, c'est-à-dire le sentiment de voir des mauvais comédiens qui jouent dans une mauvaise série qui est mal écrite en fait. Et l'esthétique du film, voilà, mais peut-être que c'est moi qui ils ont une photo qui paraissait vachement inspirée par les films des voix chauds, on va dire des années 2010, Jupiter ou bien Toit de l'Atlas, avec une patine numérique assez présente. Et par exemple, pareil, la vision de la ville du futur de Catalina, t'as l'impression que c'est des visions New Age des années 50. Il y a même des mandalas, il y a même des transitions avec des mandalas hippies et des machins. On dirait un film de Yann Kounen. Et en fait, moi, il y a quand même certains moments du film où, en fait, moi, j'ai ricané, en fait, parce que je me suis dit, c'est pas possible que ça soit au premier degré. C'est pas possible. Je peux pas croire que Coppola, à 85 ans, puisse être aussi naïf que ça quand il fait son film. Alors après, c'est là où c'est tendancieux, c'est que, quelque part, moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est que, effectivement, c'est du film de vieux con. C'est un film de vieux con. En fait, le truc, c'est que, effectivement, sur la fin du film, je me suis dit, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de couches de second degré. Surtout à la fin où ils se font tirer dessus par des flèches. Enfin, c'est vraiment un moment où j'ai commencé à rigoler et à vraiment me dire, ah ok, il y a peut-être un gros décalage que j'ai peut-être pas tilté au début du film. Mais après... j'ai quand même eu ce ressenti où, je sais pas, j'avais eu l'impression que ça manquait d'une certaine subtilité pour vraiment faire la différence entre un vrai Mel Gibson qui serait maladroit et quelque chose qui serait là pour critiquer, plus dans le sens où j'ai quand même... Ça s'ajoute au fait que les femmes sont globalement en retrait dans le film. Et ce qui a toujours été un peu le cas chez Coppola. Oui, c'est vrai. En tout cas, pas dans Coup de cœur, enfin pas dans tous les films, mais dans certains films, Apocalypse Now, il y a beaucoup de team d'hommes quoi en fait. Oui, mais après Apocalypse Now, ça m'avait moins dérangé dans le sens où c'est un film de guerre. C'est un film de guerre exactement, et les femmes sont très peu présentes, et je préfère un film où les femmes sont absentes qu'un film où les femmes sont un peu plus là, mais mal écrites. Où c'est plus assumé. Où c'est plus assumé exactement, et en fait, comme il y a quand même un déséquilibre entre l'écriture des personnages masculins et l'écriture des personnages féminins, moi j'ai quand même eu du mal à rentrer complètement dans le film en fait. C'est plus, moi c'est vrai que j'ai plus été touché justement par les personnages des mères en fait. Et moi je trouve que les scènes avec Talia Shire qui est la sœur de Francis Ford Coppola. Il y a aussi son fils Jason Schwartzman, le fils de Talia Shire. Voilà exactement. Enfin voilà comme d'habitude il ramène toute sa famille qu'elle a, tous les postes qui est possible. Et par exemple moi je sais que et en même temps, il y a des moments où j'ai vraiment été... Par exemple, ce moment où, à la fin du film, la femme du maire lui dit... elle est sur cette espèce de fauteuil roulant ruisseau, là, et elle lui dit... c'est genre l'invention du futur, c'est un escalator en or. C'est Kitschouya mort. Mais, et moi, j'étais assez touché, parce qu'en fait, il y a ce moment-là, quelque part, et on l'a déjà vu faire avant, et en fait, elle
elle a pas peur, tu vois. C'est une femme on sent bien que Cicéro, il transite trouille en fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est un conservateur et un réactionnaire, c'est qu'il transite peur en fait, de peur du changement, de peur de mourir, de peur de disparaître. Et il y a aussi un truc comme justement sur l'ego masculin. Moi, je trouve que autant moi je suis assez d'accord sur le fait que les personnages féminins sont pas forcément super bien écrits, malgré que moi j'ai une très grande affection pour Aubrey Plaza comme actrice. Et je trouve qu'il y a 2-3 moments dans le film où je trouve qu'elle est super, moi, Aubrey Plaza. Je trouve que la scène de cul avec Shia LaBeouf, moi je l'ai trouvé très drôle, cette scène de cul. J'ai trouvé totalement inutile, mais j'ai trouvé très rigolote. En fait, tu vois, j'ai trouvé très rigolote. En voyant le film, t'as un peu l'impression de voir genre un best-of de tous ses potes du Nouvel Hollywood. Il y a des séquences vulgoses qui sont très de Palma. Il y a des trucs, la fin notamment sur la réunion de la cellule familiale, ça fait très Spielberg. Il y a des trucs à la Lucas parce qu'il y a des fautes de goût comme dans les Star Wars. Il y a des trucs un peu épiques à la Cimino. Exactement. Trucs de complot de mafia à la Scorsese. Donc c'est un peu comme s'il faisait genre le film de tous ses potes du Nouvel Hollywood, avec cette question quand même qui est centrale et qui pourtant est assez peu abordée dans le film, qui est de arrêter le temps, parce que qui est une bonne idée. Parce que donc l'architecte a le pouvoir de arrêter le temps pour pouvoir justement penser et réfléchir, et tout ça découle aussi encore du côté personnel et le mégalomaniaque chez Coppola. C'est la question de stopper le temps et de savoir ce qu'on va laisser derrière soi, parce que je pense que c'est quand même parce que Coppola sait qu'il est quand même plus tout jeune et que c'est probablement son dernier film, c'est quelle est la trace qu'il va laisser dans l'histoire, et est-ce qu'il a suffisamment stoppé le temps pour pouvoir marquer l'histoire du cinéma et marquer l'histoire des formes. Et ça donne moi je trouve que ça donne des beaux plans. Alors moi j'ai lu que la scène du baiser sur les poutrelles était ratée. Moi j'ai trouvé moi je trouvais pas si mal, moi, cette scène. Moi je trouve justement ils arrêtent le temps, et quelque part l'amour c'est ça aussi. Enfin je veux dire, un baiser c'est une suspension du temps en fait, parce que c'est un truc dont tu te souviendras toute ta vie. Enfin, si c'est quelqu'un que t'as apprécié évidemment, quelqu'un que t'aimes un peu, mais c'est des trucs dont tu te souviendras toute ta vie en fait. Et ce temps suspendu il t'accompagnera de la même manière qu'à la fin. Moi j'ai trouvé ça assez touchant aussi, le fait que quand ils disent arrêter le temps, tout le monde s'arrête sauf le petit bébé à la fin qui est tout mignon, tu vois, avec l'idée, il y a presque l'idée d'un passage de relais complètement de la part de Coppola, de dire maintenant voilà, hop, moi j'ai fait vous prenez pas, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant c'est une nouvelle génération, comme disait Jean-Luc, faites mieux. Ouais, mais quelque part, mais moi franchement quand j'ai vu en voyant le film, je me suis dit mais en fait, et ça rejoint ce que j'avais pensé de Twixt il y a quelques années, c'est-à-dire qui était son dernier film en date, c'est-à-dire qu'en fait malgré tous les défauts qu'on peut accorder au film, qui était un film au budget beaucoup plus réduit, beaucoup plus intimiste, mais qui pareil abordait, qui était très intimiste comme dans Megalopolis, la question de la mort de son fils, mais ouais, carrément, dans les années 80, qui revient ici. Et là tu vois, derrière les citations, parce que alors il y a un film quand même, je suis désolé, il y a beaucoup de trucs à dire, mais il y a un film, il y a plusieurs films en filigrane. Il y a un film en filigrane, c'est le Satyricon de Fellini. C'est-à-dire que si t'as pas vu le Satyricon de Fellini, en fait, il y a toute une part du mauvais goût en fait qui apparaît vraiment comme du mauvais goût, et tu te dis ah mais le mec il sait plus ce qu'il fait en fait. Mais quand t'as vu le Satyricon de Fellini, tu comprends en fait. Tu dis c'est en fait une sorte de remake en fait du Satyricon de Fellini. Et il y a alors moi des trucs que j'ai adoré, c'est-à-dire notamment les références à La Nuit du Chasseur. La voiture sous l'eau et les trucs de triangle, la chambre avec la chambre triangulaire. Moi j'ai adoré ça. Moi j'ai cool. La nuit du chasseur. J'ai trouvé ça fun. Mais pour revenir à moi en fait qu'en voyant le film, je me suis dit mais en fait c'est comme de voir les derniers films de Terry Gilliam et les derniers films de Takeshi Kitano, c'est-à-dire en fait Kitano il tourne encore. Ouais, mais c'est-à-dire des mecs en fait qui n'en ont plus rien à branler de ce qu'on pense d'eux. Ils en ont rien à foutre, mais rien à foutre. Coppola, tout ce qu'on est en train de dire là autour de la table, il s'en tape. Mais ça, tu sens qu'il s'en tape, il te balance tout à la gueule, tu te démerdes avec, tu tries des trucs, tu trouves ça bien, pas bien, ringard, pas ringard, macho, philosophique ou pas, tu peux trouver ça. Et je suis sûr qu'en plus, il serait très content que les gens s'engueulent autour de son film. On lui fera pas ce plaisir, mais il sera en train de rire. Exactement. Moi, je pense qu'il y a un plaisir de. C'est un film de kamikaze. Mais exactement. C'est un mec qui se fait harakiri sous tes yeux. Ça, c'est un bon film. Et tu te dis en même temps, c'est pas du tout du cinéma convaincant, on va dire, en termes de narration, de mise en scène, et en même temps, c'est du film comme t'en vois plus, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, t'en vois pas tous les mois. Toi, par rapport à un Marvel, c'est sûr, un Marvel c'est mieux foutu, mais tu vas le voir, tu vas sortir, t'auras complètement oublié le film. Alors que ce film-là, moi je suis prêt à parier que personne ne se souviendra de l'histoire. Moi je serais incapable dans 3 mois de te raconter ce qui se passe dans le film. Par contre, je sais qu'il y a des plans dont je me souviendrai. Il y a des idées de mise en scène dont je ferai, par exemple, la scène de la chute du satellite. Oui. Il y a un satellite russe qui doit tomber. Alors c'est évidemment une parabole du 11 septembre, un peu lourdingue.
Et en même temps, la scène de la chute, elle est super bien parce que comme il a pas de pognon, il a pas envie de faire une scène post-apocalyptique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il filme des façades d'immeubles avec des ombres dessus. Un peu genre Pompéi, tu vois, avec des ombres dans des postures, tu vois, un peu comme les statues de Pompéi. Et t'as juste un ouf de poussière. Et moi je me dis putain, en fait c'est super. C'est du Roger Corman. Mais moi je me suis dit c'est super. Il s'est rappelé de Roger Corman, des astuces. Et je me suis dit mais effectivement c'est des trucs que je vois pas au Cinoche en fait. Et en fait je suis très partagé parce que je te dis moi je suis vraiment partagé, je suis vraiment sur le fil entre c'est de la merde, c'est un film de vieux connard. Ou c'est peut-être un des meilleurs films de cette année, quoi. C'est-à-dire, c'est peut-être un des films les plus audacieux en termes de alors peut-être pas de narration et sans doute pas de réflexion sur la société, mais par contre d'un point de vue formel, je trouve qu'il y a 30 idées à la seconde, quoi. Enfin moi j'ai presque envie d'aller le revoir une deuxième fois parce qu'en fait au bout d'un moment dans le film, alors d'une part moi je me suis pas emmerdé et d'un autre part parce que le film fait 2h10 comme ça, son pré-montage apparemment faisait dans les 3h45. Mais j'aurais pris le 3h45 toujours sans la folie des grandeurs. Non mais sans aucun problème, moi j'aurais pris 1 heure de plus de ce film là, quoi. Parce qu'il y a des tas de moments où je me suis dit je sais pas tout ce que je regarde, je sais pas ce que je dois penser de ce que je regarde. Et des moments où je me suis dit putain mais ça c'est vachement bien, ça c'est une super idée, ça c'est, tu vois, il y a un plan par exemple, il y a des plans d'une poésie complètement dingue, il y a un plan au moment où il rentre, des plans tout cons, un plan au moment où Adam Driver rentre dans une pièce et il a un bouquet de roses. C'est quand il va voir le cadavre, quand il va voir ce qu'on pensait être le cadavre de sa femme. Et c'est totalement gratuit, et juste quand il arrive, en fait, t'as 2 roses qui s'envolent. Mais qui s'envolent naturellement, qui s'envolent comme si des mains invisibles les avaient retirées comme ça. C'est totalement gratuit, ça sert à rien dans le film. J'ai trouvé ça super beau. Je me suis dit putain, c'est super, c'est une super image. Quel talent. C'est pas quel talent, c'est j'en ai rien à battre. Je vous balance tout mon bordel, tout ce qu'il y a dans mon crâne, de bon, de moins bon, tu vois. Et j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Démerdez-vous, vous êtes pas content, c'est la même chose. C'est vraiment ça, quoi. Et j'ai vraiment retrouvé le même truc que je trouve chez Kitano, le même truc que je trouve chez Gilliam, c'est-à-dire le côté rien à foutre, quoi. Non mais oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où les moments que j'ai le plus appréciés, c'est les moments qui se posent dans le film. Parce que c'est un film qui va très vite, qui est très dynamique, il se passe plein de choses. Et de temps en temps, le film ralentit un petit peu. Et ça, pour le coup, c'est des moments que j'ai plutôt appréciés. Et moi, je suis d'accord aussi, les moments les plus réussis, c'est 2 acteurs dans une pièce qui parlent, quoi, finalement. Un peu comme dans Horizon de Kevin Costner. Exactement. Donc, c'est Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui évidemment se bide lamentablement à peu près partout où il est sorti. Obligé. Mais bon, oui, parce que c'est absolument invendable. Mais de toute façon, un film avec John Milius au générique ne peut pas être totalement mauvais. On va s'arrêter là. On va rester dans un bordel. On va rester dans le foufou, ouais. Dans un tout autre genre avec La vie de marionnette. Here they come. They'll never take me away. I won't go to room 16. You will. Amen, never falls away, the empower, the kingdom be is thine, for evil from us deliver, the temptation and sin of the sleep, thus against justice and then forgive us Christmas, En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Punishment of Luxury avec Puppet Life, formidable groupe de punk anglais des années 70. Et donc de La vie des marionnettes, il en est question à l'occasion de la sortie en Blu-ray chez Spectrum Film du coffret Legend of the Sacred Stone et Demigods, The Legend Begins, de film réalisé par Chris Huang pour le studio Pili, studio donc taïwanais, où pas des spécialités mais en tout cas une des particularités de ce studio est donc de faire des films avec des marionnettes, avec des fils. Mais en l'occurrence, là, ça va pas être. C'est plutôt des marionnettes à main. Des marionnettes à main et un peu de fil. Mais donc, ce n'est pas le grand théâtre de Guignol, mais la bagarre, cette noble art ancestral donc de la bagarre où on se fout des coups de latte dans la tronche et on se tue à coups d'épée. Parce que donc là, c'est donc ce qu'on pourrait considérer comme des wuxia-pian, donc film de sabre taïwanais. Et chinois, mais donc là en l'occurrence c'est basé avec des marionnettes, avec une ambition et une folie visuelle qui pourrait nous rappeler par exemple, on devrait faire je pense un petit jingle, le point Choyark. Complètement. Alors Thibaut. Alors moi je n'ai vu que Legend of the Sacred Stone, et en effet s'il y a bien un qualificatif qu'on peut coller à ce film là, parce que je pense que Demigods, je pense qu'on est sur le même niveau, c'est le même délire, c'est la folie. Mais ce qui est folie pourtant c'est pas ce qui est la folie, c'est vraiment c'est quoi ce film en fait. On a posé la question avec Megalopolis, c'est quoi ce film.
pour mon coup de cœur, la question se pose, c'est quoi ce film? Et en fait, ici, c'est quoi ce film? Parce qu'en fait, on est, comme tu le disais, dans un Wuxia avec des... Wuxia magique, fantastique. Ouais, voilà, en gros, c'est... bon, je voulais convoquer Zou de Tuyark un peu plus tard, mais... allons-y, Franco. Allons-y, Franco. En fait, on est quand même dans un domaine extrêmement balisé, c'est-à-dire que en termes de scénar, on n'y comprend pas grand-chose. C'est le bordel absolu. Pourtant, c'est relativement simple. C'est simple, mais c'est le bordel quand même. Des mecs qui recherchent une pierre sacrée, puis il y a des méchants dans qui un arrivent. cycle. Tu sens que c'est qu'un épisode à l'intérieur d'une série d'histoires, en fait. Ouais, donc tu comprends pas trop le truc, mais bon, dans l'absolu, c'est pas bien grave. On reste quand même aussi sur un balisage en termes formels. On a toutes les figures formelles du Wuxia qui sont convoquées. Iconisation, bien entendu, des sabres. Un petit peu de fil où ça s'envole, la baston dans les bambous, bien entendu. Un petit trekking où une petite balade dans des grottes, avec une petite dimension fantastique. C'est là où Zou de Tuyark est bien évidemment convoqué. Des costumes, des temples qui se cassent la gueule, des raccords, des ralentis, des accélérés qui sont plus dingues les uns que les autres. C'est formellement des méchants qui ricanent. Des méchants qui ricanent. Voilà. On est, voilà, pour peu que le spectateur ou la spectatrice ou le spectateur connaissent le Wuxiapian, voilà, il n'y a aucune surprise là-dedans. Et pourtant, il y a une magie qui se dégage du truc. C'est la marionnette. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une folie visuelle hallucinante, la prouesse technique. Enfin, un film d'animation comme ça, c'est franchement, c'est un cadeau. C'est un cadeau, non pas béni des dieux, mais c'est un cadeau qui nous arrive et on ne peut que trouver ça hyper jouissif. La série de films de marionnettes est quelque chose d'assez populaire à Taïwan. Oui, mais nous, ce qui nous arrive nous, sous notre en Occident, dans l'Occident. Voilà, moi j'avais jamais resté genre mais j'ai dû rester sur Thunderbirds ou à Team America. En termes de rythme, putain, on s'ennuie pas une seule seconde, même si on capte rien, mais on s'en fiche parce que de toute façon, il y a des bastons toutes les 45 secondes. C'est incroyable, ça pète les décors et le rapport qu'ils aiment se bagarrer et le jeu, des effets sanglants qui sont super cool. Et le jeu des échelles est ahurissant. La fin de Legend of the Sacred Stone avec le plan sur la mer et tout, tu fais mais attends, ils ont filmé sur des cailloux, mais t'as l'impression que t'es au Cap Fréhel et en fait ils ont filmé ça sur des cailloux, putain. C'est hallucinant, c'est une prouesse visuelle technique ahurissante. Docteur. Alors c'est vrai que les films de marionnettes taïwanaises, alors des marionnettes on en trouve aussi au Japon, enfin l'art de la marionnette c'est quelque chose d'assez répandu en France, dans les pays on fait tatailler. Ouais, nous c'est pas pareil, nous c'est Jeff Haddock, bon c'est pas tout à fait la même chose. S'il y a eu des marionnettes, alors le nom du réalisateur m'échappe, mais il y a eu des marionnettes avec des insectes morts qui ont été faits aussi dans les années oui, alors ça c'est dans les années 30. Ouais, c'est dans les années 30, comme ça n'est pas le même mec qui a fait le roman de Renard. Ah, je sais plus, ça m'échappe. Voilà. Donc toujours est-il que on fait de la marionnette, mais pas à ce point-là. Et le truc en fait, c'est qu'alors pour bien préciser les choses, alors déjà faut bien préciser quand même que là on est dans une cinoche de niche, quoi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas amateur de films d'arts martiaux, de culture chinoise, passez votre chemin parce que ça va vous tomber des bras. Hein. Surtout que dans Legend of the Sacred Stone 99, les effets spéciaux numériques piquent un peu les yeux aujourd'hui quand même, il faut bien le dire. Mais ce qui n'enlève rien au charme du truc. Il y a des effets 3D, il y a une sorte de forme de désuétude parfois qu'on retrouve moins dans Demi-Gods. Mais qui rappelle un peu les trucs de Storm Riders qui avait à la même époque. Voilà, l'espèce de mauvais goût un peu visuel, bon voilà, et qui est moins présent dans Demi-Gods. Hein. Demi-Gods est plus récent, donc il accroche plus par rapport à nos codes visuels aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que les films d'arts martiaux en marionnettes, c'est quelque chose qui est présent depuis les années 60. Et que justement, Chris Wang, et je crois que son frère s'appelle Vincent, ils sont les héritiers d'une dynastie où le père et le grand-père ont été des grands pionniers de l'art de la marionnette à Taïwan. Donc Taïwan, d'une part, il y a ça, mais le truc, c'est que c'est plutôt un truc télévisuel, au fait, au départ. Alors que moi j'ai eu l'occasion d'aller à Taïwan, et en fait, le soir, tu regardes la télé, et c'est exactement ça que tu vois. C'est-à-dire que c'est 50 minutes d'épisode, tous les soirs. Donc, faut imaginer le rythme de production, et c'est Zazu, quoi. Je veux dire, c'est Zazu en termes de Zazu Bretman, qu'est-ce qu'il a fait et c'est vraiment, je veux dire, tu restes un peu scotché parce que là, t'es vraiment dans du autre, quoi, vraiment quelque chose, une proposition de Cinoche qui est complètement autre par rapport à ce que toi tu connais. Alors, en fait, moi, Legend of the Sacred Stone, je crois que je l'ai vu déjà. Il y a longtemps de ça sur Arte.
sur Arte ou sur Parce que Canal. Le film date de 2000. Sur Arte ou sur Canal. Mais en fait, le titre me disait quelque chose. Et en regardant le film, je me suis dit, mais non, mais j'ai déjà vu ce film. Et je me demande même si je l'ai pas en VHS quelque part, ce film, sur une VHS enregistrée à la télévision. Ce qui ne nous rajeunit pas. Si tu rangeais tes affaires, tu le voilà, saurais. Si je rangeais mes affaires, je saurais. Bref, toujours est-il que voilà, moi je sais que c'est totalement incompréhensible. Ça ressemble évidemment à Zoo parce que ça se passe en fait dans le même univers qui est le royaume de Wulin, qui est l'espèce de monde parallèle, une espèce de monde parallèle, voilà, légendaire d'arts martiaux, une dimension fantastique, voilà, du Wuxia, et qu'on retrouve dans pas mal de films, hongkongais, mais également dans les films taïwanais parce que c'est la même culture. Il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est pas comment dire, interprété en chinois, c'est interprété en langue taïwanaise. Oui. Et ça s'entend d'ailleurs, hein, que c'est pas du mandarin. Où il y a pour les voix des différentes marionnettes, c'est souvent... C'est le même mec. Ouais, c'est le même mec qui les fait quasiment tous. C'est le même mec qui s'appelle... Alors, je crois qu'il a un surnom, c'est genre Joe 8 voix, quoi, tu vois. Et il fait... Alors, c'est là aussi... Alors, ça, c'est un truc qui est complètement impossible à comprendre. C'est qu'en fait, il y a des personnages féminins, mais qui sont interprétés par des hommes. C'est-à-dire que les voix féminines sont interprétées... En fait, il fait toutes les voix. Bah, c'est comme dans la tradition théâtrale. Comme dans la tradition théâtrale. Comme où dans les personnages féminins étaient interprétés par des hommes. Et donc, on retrouve ce truc-là, où c'est lui qui fait toutes les voix. Et, alors, autant sur les voix féminines, bon, c'est très, ça minote beaucoup. Bon, voilà, là aussi, on n'est pas vraiment dans le modernisme, on va dire, ultime, faut bien le dire. Par contre, là où c'est bien, c'est les méchants. Les méchants qui ricanent, et notamment dans le premier, dans Legend of the Sacred Stone, il y a un super méchant qui s'appelle Seigneur Peau sur les os, et qui a un rire une espèce de rire mitterrandien, qui est, moi j'ai trouvé génial. Et alors il y a un autre truc que j'ai trouvé génial et moi qui me fait hurler de rire dans les deux films, c'est que le héros, qui est donc un héros qui est pas un héros apparemment de roman, qui est un héros qui a été inventé en fait par ces mecs là pour la télévision, le héros en fait il arrête pas de faire des et en fait c'est une espèce de tic verbal qu'il a dans les deux films, et moi je trouve que ça donne vachement de charme en fait, c'est à dire qu'en fait tu te rends compte au bout d'un moment que tu t'en fous de l'histoire, mais en fait c'est super cool de voir des poupées se foutre dans la gueule. Parfois il y a des espèces de trucs de sang où il y a du sang qui gicle des poupées, enfin je veux dire, où elles se prennent des cailloux dans la gueule. Enfin, d'autant que les poupées sont hyper expressives, non pas par leur visage, parce qu'en fait elles ont le même visage tout le long, mais justement par le geste, par le mouvement, et qui est une gestuelle de théâtre classique, de théâtre traditionnel. La vitesse des combats. Alors je veux bien qu'il y ait des artifices en termes de montage, en termes de... Qu'on triche avec des angles. On triche, voilà, alors, les angles de caméra, ils sont tous plus stariques les uns que les autres. Qu'est-ce qu'ils aiment le débulage aussi, hein. Voilà, mais tu sens... Mais la caméra, le montage ne peut pas tout faire. Il y a derrière, comment tu fais pour animer aussi vite une marionnette, parce que tu y crois, dès le début du film, tu y crois à 2000%. C'est que ces marionnettes-là, alors oui, bon, bah, bien entendu, c'est pas en termes d'expressivité du visage, bon, bah, voilà, mais le corps fonctionne tellement bien que toutes les marionnettes ont vraiment leur propre identité. C'est bressonien finalement. Alors, c'est sans doute. Oui. Alors il faut savoir aussi. Exactement ça. Il faut savoir aussi que les gens qui manipulent les marionnettes, il faut savoir qu'à Taïwan, à chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses. Et moi j'ai eu l'occasion de voir ça notamment avec la fête des morts en fait, quand tu vas brûler de l'argent dans des brasiers là, de l'argent du sang, et pour apaiser, vraiment trop d'argent pour apaiser les morts. D'ailleurs les histoires de cupidité sont très présentes, oui. Parce que ça c'est un grand truc culturel en Chine d'une manière générale, c'est les histoires de pognon. Pas qu'en Chine. Non, pas qu'en Chine, mais en Chine c'est particulièrement vrai. Le rapport de la culte des Chinois à l'argent. Et à la cupidité, c'est quand même un gros truc qui revient beaucoup dans les films, et pas que dans les films d'ailleurs. Et justement, donc pendant la fête des morts, j'avais eu l'occasion de voir ça m'avait surpris parce que dans plusieurs villes en fait, j'avais vu, donc il y avait donc les bûchers et t'as toujours un théâtre de marionnettes pour les gamins. C'est-à-dire que les parents vont brûler de l'argent et en fait ils laissent leurs gamins au théâtre de marionnettes, et en fait les théâtres de marionnettes, en fait, comme moi j'étais resté regarder des bouts de spectacle, alors c'est des légendes taoïstes auxquelles évidemment si tu n'es pas spécialiste, tu comprends rien. Mais cette gestuelle notamment que tu retrouves dans les films, c'est le même genre de gestuelle, c'est-à-dire gestuelle héritée du théâtre, transposée sur de la marionnette. Et ça, c'est exactement comme un film de Coppola. Et même dans des les adultes crament du pognon pendant que les gosses vont aussi. Exactement. Et même dans des bleds, dans des tout petits bleds, tu te rends compte qu'en fait, et tu te dis putain, mais il y a les mecs derrière qui sont en train d'animer les marionnettes. En fait, ils sont super doués, quoi. Parce qu'effectivement, il y a une très grande expressivité de la gestuelle des marionnettes. Ouais. Donc en fait, c'est assez à la fois assez singulier, parce qu'en fait c'est pas tellement au cinéma qu'on voit ce genre de film là, c'est plutôt à la télévision, mais par contre c'est une très bonne je trouve que c'est un très bon exemple de survivance en fait, de comment est-ce que la culture traditionnelle se perpétue en fait à travers
des arts audiovisuels plus nouveaux, etc. etc. Si les films sont pas modernes, on va dire, ni en termes de propos, ni en termes de représentation des personnages, par contre, d'un point de vue technique, c'est assez bluffant. Et Demi-Gods, moi j'ai bien aimé, hein, franchement, Demi-Gods, celui-là je l'avais pas vu. Il est vraiment... Qui est un film plus récent qui est de 2021, et qui est un peu 2022, plus clair, mais pareil avec un super méchant. Avec un super méchant que tu vois pas venir. Et puis, ce sont des films qui sont, enfin, du moins Legend, c'est un film qui est ultra généreux parce que non seulement, voilà, il y a des bastons dans tous les sens, ça c'est trip, il y a de. Ils ont tous des coups avec des super noms. Oui, puis on se croirait dans les Chevaliers du Zodiac là. Et puis en fait, et puis détruit les décors sont détruits, tout est détruit, tout doit disparaître. C'est incroyable. Et t'as plein de décors, t'as plein de scènes qui sont tournées en décor naturel. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que t'as plein de scènes qui sont tournées au bord de vraies rivières, ce qui fait que t'as un sentiment de réalité qui est assez, qui est un paradoxe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois bien que c'est faux, mais en même temps, au bout d'un moment, t'oublies que c'est des marionnettes en fait. Et ça, c'est assez bluffant, moi je trouve. Donc c'est le coffret consacré au studio Pili, Legend of the Sacred Stone et Demigods The Legend Begins. Sur un 3e disque, il y a d'ailleurs 2 épisodes de la série Thunderbolt. Ouais. Donc voilà, réalisé par Chris Wang et édité chez Spectrum Film en Blu-ray. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, un peu de phallocratie, honneur aux dames. Alors Margot. Alors récemment j'ai vu Les Enfants du Paradis réalisé par Marcel Carné et il est sorti en 1945 je crois. Même le docteur n'était pas né. Hein. Non, je n'étais pas né. Et c'est un des rares films qui a été tourné pendant la guerre et qui fait partie de ce qu'on appelle le réalisme poétique. Et je trouve que ça définit assez bien le film. Dans le sens où c'est, de ce que j'en ai retenu, pas forcément un film où il se passe beaucoup de choses. C'est assez lent, c'est beaucoup de dialogues, c'est des histoires un peu d'amour raté, perdu, avec des scènes dans... Enfin, comment dire, des scènes dans Paris qui paraissent très... comment dire, il y a un côté... où ça fait faux et en même temps comme ça fait faux c'est assez beau. Il y a toute cette histoire qui se passe dans un théâtre et le jeu des acteurs est très théâtral aussi et donc ça donne un peu comment dire une double pas une double lecture mais ni une mise en abîme non plus mais un peu un mélange en fait à la fois ciné théâtre qui est assez chouette à regarder j'ai trouvé. Merci. Carrément Florent. Alors moi, bah voilà, c'est quoi ce film? Donc on en parlera la semaine prochaine. On largement la semaine prochaine. C'est donc River Boom de Claude Bechold. Voilà, Suisse. On ne sait pas trop ce que c'est ce film. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est le portrait d'un pays absolument magnifique et meurtri? On n'en sait pas trop, on en reparlera la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. Exactement. Docteur. Alors moi, ça sera un peu pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ça sera le film Phase 4 de Saul Bass en 1974. T'as vu les 3 premiers? Oui. Oui, donc Phase 4, qui est un film de science-fiction fantastique, mais qui n'est pas un film d'horreur, qui est plutôt une espèce de fable philosophique qui imagine que les fourmis commencent à s'organiser, non pas en société, mais à s'organiser tout simplement pour dominer la Terre et finalement submerger la race humaine, avec des pauvres fous qui ne sont pas, avec 2 pauvres scientifiques qui se rendent compte de ça. Et voilà, donc c'est un film très 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 curieux avec des images de fourmis complètement incroyables. C'est vraiment un film très bizarre, mais film hyper intéressant et vraiment là aussi du cinéma autre. Merci. Alors moi, ce sera Heartland de Richard Pierce, film qui a vu l'Ours d'Or à Berlin, je crois, quand c'est sorti en 79, qui a été totalement oublié, qui est un film qui se positionne un peu entre Les Moissons du Ciel et La Porte du Paradis de Cimino, mais qui évidemment n'a pas eu la même destinée, qui raconte l'histoire vraie en 1910 d'une femme qui va avec sa fille au milieu du terre du Montana pour avoir un travail de gouvernante chez un cow-boy, et évidemment ça va être la rude vie dans les terres désolées du Montana. C'est pour le coup extrêmement ancré dans la terre, très attaché à son personnage principal féminin, c'est d'une beauté à couper le souffle, c'est d'une sécheresse narrative absolument merveilleuse, et c'est vraiment un genre de petites pépites et de petits trésors qui demandent à être redécouverts. Donc Heartland de Richard Pierce.
Merci Ulysse à la mise en de cette émission. Merci messieurs, merci madame. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment donc de Riverboom et de John McTiernan. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.